Chers amis de la Sangha, bonjour. Un numéro de notre podcast Explore ton centre un peu inhabituel puisque nous sommes aujourd'hui à Deschênes-sur-Lignes en France. Et j'ai invité pour cette nouvelle édition de notre podcast, la première de 2026 d'ailleurs, mon propre frère, Pierre-Yves, Pierre-Yves Monfray, qui est un ancien de Shambhala. Très ancien, même. Depuis combien de temps? Eh bien, ça fait depuis fin 2009. Bon, j'étais déjà à Shambhala à Marseille depuis 2007. Enfin, j'avais fait 2 ans à Marseille. Et quand j'ai pris ma retraite, je suis venu à Deschênes-sur-Lignes pour compléter ma retraite. Et j'y suis resté 10 ans. J'ai eu un petit parcours dans Deschênes-sur-Lignes. J'ai pas fait toujours la même chose. Voilà. Donc j'ai trouvé intéressant de justement explorer ton parcours dans cette catégorie Explore ton centre, où on cherche à travers les parcours de chacun d'entre nous à explorer les diverses facettes de Shambhala, à la fois de l'intérieur avec le parcours individuel et puis de l'extérieur avec un avis plus général donné sur comment ça fonctionne, etc. Donc on va commencer simplement par toi, que tu nous racontes un peu pourquoi tu es arrivé à Shambhala, quelles ont été tes expériences de départ et ce qui t'a amené à continuer à être jusque là où tu es maintenant. Alors, comme souvent, ça se passe avec des rencontres. Ma première rencontre, ça a été une femme qui, en 2007, m'a dit bon, ce soir, on peut pas se voir parce que je vais à la méditation. Et je lui dis moi, la méditation, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien. Donc, elle m'a emmené à la méditation. C'était pas du tout Shambhala. Et c'était un autre groupe, je ne sais plus trop le nom. C'était un petit groupe qui était mené par un moine. Et donc j'ai suivi ça pendant 1 an. Et puis avec cette femme, on s'est séparés. Et donc je ne voulais plus continuer avec ce groupe parce que je le trouvais un peu monotone. Oui, je trouvais que ça manquait de joie. Et j'ai profité d'une journée porte ouverte à Shambhala, Marseille, pour aller voir ce qu'ils racontaient. Et j'ai vu que c'était un groupe Shogan Trungpa, et Shogan Trungpa, là, ça me parlait. Donc j'ai tenté le coup de suivre un peu les enseignements de Shambhala. Et puis j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment très bonne, c'était vraiment ce qu'il me fallait, c'était joyeux, c'était convivial, c'était tout ce que je recherchais. Et c'était pas prise de tête. Donc je suis resté à Shambhala. J'ai fait mon niveau 1, mon niveau 2, etc. Jusqu'au niveau 5. Et à ce moment-là, j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite et puis comme en France, je ne vais pas commencer au Canada, mais en France, quand on prend sa retraite, on a le droit de continuer à travailler. On peut cumuler les deux jusqu'à un certain temps. Tu faisais quoi à cette époque? J'étais infographiste dans une boîte de publicité, un éditeur de magazine exactement, mais je m'occupais des publicités. Et donc j'ai arrêté, puisque j'avais atteint l'âge, et j'ai regardé à Deschênes-sur-Lignes, parce que bien sûr j'en avais entendu parler, j'ai regardé Deschênes-sur-Lignes si ils n'embauchaient pas. Donc j'ai regardé sur le site et j'ai vu que dans les menus nous embauchons, j'ai vu qu'ils cherchaient un cuisinier, ils cherchaient un operation manager, divers postes. Et j'ai un peu étudié les profils qui demandaient. Cuisinier, moi je savais très bien cuisiner, mais j'avais jamais cuisiné pour plus de 10 personnes, on va dire. Donc j'ai pas donné suite à la cuisine. Mais ta formation initiale, toi, académique? Alors ma formation, c'est musicien. Donc ça n'a rien à voir avec l'infographie, rien à voir avec la cuisine, rien à voir avec quoi que ce soit d'utile à Deschênes-sur-Lignes.
Oui, mais une formation qui est au-delà de la musique, parce que je crois que tu avais une formation aussi au niveau du son, au niveau Bah, de... la musique et le son, ça va ensemble. Puisque quand j'ai fait mes études j'ai fait des études de musicologie, ethnomusicologie et recherche musicale C'est ça. à la faculté de Vincennes à Paris, bon, enfin à Vincennes plutôt, parce que, bon, on va dire que c'est Paris quand même. Là, j'étais initié à l'acoustique, à la recherche électronique sur les sons, etc. C'était donc au début des années 70, hein, puisque là, maintenant, j'ai 76 ans. Donc, c'était au début des années 70, et bon, j'ai commencé à savoir pas mal de trucs au niveau de la sonorisation, mais j'ai pas fait mon métier dessus. Hein, j'étais surtout dans la musique, j'étais professeur de musique. Et après, j'ai fait divers autres métiers. J'ai travaillé au Club Méditerranée comme animateur. Voilà. Ah, c'est des expériences. Ouais. Ouais, c'est des Ouais. expériences. Et j'ai beaucoup appris au Club Méditerranée. J'ai beaucoup appris, surtout au niveau de la socialisation, parce que c'était un petit peu mon défaut, d'être peu sociable. Et là, vraiment, ça m'a rentré dans la peau, parce que ben, on est obligé, on était payé pour ça. Voilà. Et puis, bon, de fil en aiguille, je suis arrivé à faire de l'infographie parce que une de mes autres passions, c'était l'informatique. Et j'ai fait partie des pionniers, puisque dans les années 70, à la fac de Vincennes, toujours, bah, je me suis initié à la programmation, je me suis initié à tout ce qui touchait à l'informatique, et ce qui était lié avec la musique, parce qu'ils avaient des classes, des groupes, disons, d'informatique musicale. Moi, c'était l'époque de la recherche musicale, du groupe de recherche musicale de l'ORTF, Pierre Schaeffer. C'était l'époque de Yanis Xenakis. Et puis, un peu plus tard, dans les années 70, de Jean-Michel Jarre. Et tout ça, c'était de l'informatique déguisée en instrument de musique. Un synthétiseur, c'est rien d'autre qu'un ordinateur. Faut pas se cacher derrière son doigt. C'est rien d'autre qu'un ordinateur qui est spécialisé dans la musique. Mais bon, comme bah, ces personnages, Jarre, etc., ils tenaient le devant du pavé au niveau de la musique électronique. Bon, j'ai pas fait concurrence hein, parce que j'avais pas les moyens. Mais j'avais quand même mon petit synthétiseur, j'avais quand même tout ce qu'il fallait à la maison pour. J'ai fait des bandes son pour des petits films. J'ai fait des bandes son pour des manifestations. Enfin, le bicentenaire de la Révolution, par exemple, j'avais fait la musique pour un ballet au village où j'habitais. Mais bon, j'ai jamais fait mon métier de ça. Mais ça t'a donné quand même une formation de base Oui, solide oui, oui, qui a oui, pu te servir ici ouais, après. bien sûr. Parce que le son dans un ordinateur, c'est pareil que le son dans une salle. Sauf que bon, il y a quelques détails à régler au niveau euh, des sons, des échos, l'arsène, régler les haut-parleurs, etc. Mais ça, on apprend sur le tas. On apprend sur le tas. Ceux qui savent montrent à ceux qui ne savent pas, et puis ceux qui ne savent pas deviennent ceux qui savent. Donc, en fait, quand je suis arrivé à Deschênes-Schmeling, j'ai pas tout de suite travaillé sur la sonorisation. Il y avait déjà des gens qui s'en occupaient. Bon, puis moi, je n'ai pas insisté, hein, je savais faire d'autres trucs, je suis très polyvalent. Bon, donc, au niveau de la cuisine, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la cuisine, je savais cuisiner, mais pas pour 100 personnes. Je savais faire plein de trucs différents et le poste d'opération de manager me convenait tout à fait, puisque l'opération de manager à Deschênes-Schmeling, je suppose que dans les autres centres ça va être pareil, il chapeaute un peu les autres départements mineurs, le bureau, le ménage, le facilities, etc. L'opération de manager, il chapeaute tout ça. Donc il doit connaître un petit peu comment ça marche. Facilities, je ne peux pas discuter avec le gars des facilities si je ne sais pas me servir d'une perceuse, d'un marteau et d'un clou. Hein.
Donc, bon, pour le ménage, c'est moins compliqué. Pour le bureau, bah, si on ne sait pas servir d'Excel, on n'est pas au bureau, quoi. Donc, je savais me servir d'Excel. Et donc, Simon Lahaye, qui était le directeur à l'époque, a été sensible à ça, que je sache connaître, que je sache me servir un peu de tout. Donc, j'étais à même de discuter avec tous les gens que j'avais sous mes ordres. Le seul truc qui ne convenait pas, et ça, on l'a pas vu de suite, c'était que j'avais un niveau d'anglais qui était un peu scolaire et, et que j'avais du mal à participer aux réunions de gouvernance, aux réunions de- d'organisation, etc. Puisque bah, tous les autres chefs de département, bah, ils parlaient anglais parfaitement. Il y avait des Allemands, des Hollandais, il y a le directeur québécois, et il y avait aussi des Français qui parlaient très bien anglais. Donc j'étais paumé. J'étais paumé, j'avais plein de vocabulaire à apprendre au niveau des facilities, au niveau du ménage, au niveau de la cuisine. Euh, Moi, je ne savais pas comment on disait une louche en anglais, maintenant je sais. Euh, la première année était très difficile. Donc, le directeur m'a proposé de prendre un autre poste. Donc, je suis passé au bureau. Au bureau, bon, au bureau, l'anglais que je connaissais était suffisant pour pouvoir parler avec les gens ou écrire avec les gens qui passaient. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, j'étais quand même très copain avec le chef de cuisine, Jean-François, et que je venais aider de temps en temps. Je lui avais dit, moi, je sais cuisiner, mais je sais pas cuisiner pour beaucoup, mais il m'avait répondu, mais l'important, c'est de savoir cuisiner. Le reste, ça vient tout seul. Donc, de temps en temps, j'allais les aider. Et puis quand j'ai fait 9 mois au bureau, euh, on m'a proposé soit de rester au bureau, soit de passer à la cuisine. Bon, 9 mois au bureau, c'était suffisant, j'avais envie de connaître autre chose. J'ai passé à la cuisine. Et finalement, à la cuisine, je suis resté plusieurs années, puisque je suis monté en grade, petit à petit. Et quand Jean-François a dû quitter la cuisine pour des raisons personnelles, ben, je l'ai remplacé comme chef de cuisine. J'avais dit à l'époque, c'était Constance qui était directrice, qui m'avait proposé de prendre le poste de chef de cuisine quand Jean-François partait. Bon, elle était bien passée puisque Jean-François, c'était son mari. Et, donc je lui avais dit oui, je veux bien, mais jusqu'à ce que tu trouves un autre chef de cuisine. Il m'avait dit d'accord. Bon, elle s'est pas pressé de trouver un autre chef de cuisine, donc j'y suis resté 2 ans chef de cuisine. Et puis finalement, je commençais à fatiguer, là j'avais mal aux genoux, etc. Parce qu'en cuisine, on reste debout tout le temps. Et elle a mis à ma place quelqu'un d'autre et je suis descendu d'un grade, comme j'avais proposé au départ. Donc je suis devenu seconde cuisine. Mais au moins, j'avais plus ce poids sur les épaules de, d'avoir toute cette organisation, parce que le chef de cuisine, c'est pas que cuisiner. C'est aussi faire les menus, c'est aussi gérer son personnel, c'est aussi gérer l'intendance, hein, les achats, etc. Plus les rotas pendant les... Alors, plus former les gens qui passent. Le gros problème de Deschênes-Schoening, enfin, je suppose que les autres centres c'est pareil, c'est que les gens passent et ne restent pas longtemps. On les forme et ils s'en vont. D'autres arrivent, on les forme et ils s'en vont. Et le problème, un des problèmes, c'est qu'on forme les gens, mais les gens qui partent ne forment pas leurs remplaçants. Voilà. Donc il y a des savoirs qui se perdent. Et, et ben, c'est bien dommage. Et par rapport à ta pratique bouddhiste, Shambhala, etc., quel rapport il y avait entre ces engagements que tu avais dans le fonctionnement du centre et ta pratique personnelle? Est-ce que ça a changé quelque chose à ta Ben, pratique, dans un sens ou dans l'autre? c'est Trumpaya, c'est-à-dire que c'est méditation en action. Méditation en action, c'est-à-dire que quand on cuisine,
on cuisine avec en background les enseignements de Trungpa. Et, et tout le temps que j'ai passé à des Sholing, ça a contribué à renforcer ma formation. Je suis arrivé, j'avais un niveau 5, et maintenant j'ai un niveau Scorpion Seal. Donc j'ai fait tous les degrés de Shambhala en 10 ans. Voilà. Plus à travers ton engagement dans la communauté, dans le fonctionnement du centre, et à différents niveaux, puisque Ouais. tu as beaucoup détaillé tout ce qui est cuisine, mais parallèlement, c'est quand même toi qui as installé pas mal les sonorisations dans les salles, et puis tu as Oui. créé aussi... Alors la sonorisation, c'est venu un petit peu pendant mon poste de cuisinier, c'est-à-dire que de plus en plus, on m'a enlevé des heures de cuisine pour venir renforcer l'équipe de son et vidéo. Et puis, et à un moment donné, j'ai été seul à la sonorisation et donc j'ai quitté la cuisine. Au départ, c'était un dénommé Stéphane qui m'a formé à des choses beaucoup plus pointues, comme sonoriser un chapiteau, par exemple. Parce que sonoriser le Dra Hall, sonoriser la salle de méditation, c'est une chose, mais sonoriser un chapiteau pour 100 personnes, c'en est une autre. Le Dra Hall, c'est là où nous sommes en ce moment d'ailleurs. Ouais. Il n'y a personne, donc ça résonne un peu. Ouais. Le son doit être un petit peu avec un écho, mais on continue. Donc au départ, quand il y avait une grande assemblée qui arrivait, on faisait venir Stéphane et je l'aidais. Et maintenant, on ne fait plus venir Stéphane, je sonorise tout seul. Et maintenant, c'est un savoir-faire que je transmets, puisque je continue à habiter sur place, non pas à Deschencheling, mais à 2 km. Et donc, je suis là si vraiment il y a un besoin, j'accours. Je sonorise un chapiteau, ce qu'on appelle la grande tente, la Lion Tent. Et puis quand les programmes sont finis, et ben je range tout dans des caisses, bien soigneusement, pour pouvoir retrouver exactement ce qu'il me faut, là où il faut, l'année d'après. Voilà. Ça, c'est un message pour tous les gens qui fouillent Oui. dans les caisses, qui se Voilà. servent, et après on ne retrouve Voilà. plus le matériel. Donc ce qui Je est crois que arrivé c'est- cette semaine, ils devaient regarder un film et ils ne trouvaient plus le câble HDMI parce que le câble HDMI avait été emprunté, comme on dit, emprunté et puis pas rendu. Je te rassure, tous les centres fonctionnent comme ça. Donc là, je suis arrivé pour faire l'entrevue et j'ai retrouvé tous les câbles qui avaient été empruntés. Je les ai soigneusement remis dans un tiroir et comme ça, on les retrouvera la prochaine fois. Alors, continuons sur ton parcours personnel au niveau Shambhala, parce qu'on est là pour parler des centres. Parce que tu es quand même dans un univers ici, dans un centre qui est exceptionnel, puisque c'est un centre terrestre, un land center. Oui, c'est un centre international surtout. C'est ça, international, Voilà. Donc, où j'ai il fait- passe des gens de toutes les nations. Alors, Ouais. comment ça se passe au niveau des cultures, au niveau des... Alors, toutes les nations, c'est un bien grand mot. On va dire que principalement, à part les Français, qui ne sont pas les plus nombreux à venir, hein, principalement, ce sont des Allemands et des Hollandais qui viennent, surtout des Hollandais. C'est un des plus petits pays et c'est là où on a le plus de de participants. recrutement? Et les Allemands, après les Anglais, des Espagnols, très peu, presque pour dire jamais, d'Italiens. Je ne sais pas pourquoi. Euh, alors que les Espagnols viennent assez nombreux. Le centre de Madrid, bon, même s'ils n'ont plus leur centre historique, fonctionne très bien. Et qu'est-ce qu'on a sinon? Alors, de temps en temps, des Américains viennent. Quand ils ont loupé un programme chez eux, ils viennent le faire ici à Deschencholing. Toute une diaspora montréalaise ici, Voilà. québécoise. Ça fait partie des Américains. Ah, là, tu vas te tirer des foudres. Là. On est bien en Au Amérique. point de vue continent, oui. On est bien en Amérique. Et j'avais voyagé en Amérique du Sud
Et il y avait des panneaux publicitaires qui disaient « Ici aussi, on est en Amérique ». Ce qui est totalement exact. Ouais. Voilà. Donc, ces cultures. Alors, il y a aussi les histoires des problèmes au niveau du son, il y a les problèmes de traduction. Parce que les Allemands et les Hollandais n'ont aucun problème pour parler anglais parce qu'ils sont dans leurs racines. Voilà. Ils sont dans leurs racines et les Français, eux, les Espagnols et les Italiens ne sont pas dans leurs racines, ce qui fait qu'il leur faut des traductions. Ils ne comprennent pas tout. Loin de là. Il y a quelques Français qui ont bien travaillé à l'école et qui arrivent à suivre une causerie en anglais, mais ce n'est pas les plus nombreux. Et il leur faut des traductions. Alors, au début, on avait des systèmes filaires, des fils, des câbles audio qui traversaient, qui zigzaguaient entre les coussins jusqu'au casque. Bon, maintenant, on a des systèmes sans fil qui sont beaucoup plus pratiques. Et maintenant, ça fonctionne avec les téléphones. Ah, je sais pas, depuis. Maintenant, je ne m'occupe plus des systèmes de traduction. Je m'occupe de la sonorisation, mais de la traduction, je ne m'en occupe plus. Non, ils ont des petits récepteurs qui sont gros comme ça. Ils ont des petits émetteurs-récepteurs. Et ce n'est pas des téléphones. Mais ça marche très bien. Sauf, on a remarqué que dans les tentes où il y a des armatures métalliques, il faut rester entre deux armatures pour que le son passe, pour que l'émission passe. Parce que sinon, ça fait une cage de Faraday et le son, enfin les ondes ont du mal à traverser. C'est physique. Voilà, c'est de la physique, cage de Faraday. C'est le même problème dans les immeubles ou les ponts, les tunnels en béton, avec les ferrailles qui sont à l'intérieur, les armatures qui sont à l'intérieur, ça fait des cages de Faraday et c'est pour ça qu'on n'entend plus la radio. Voilà. Sauf dans les métros, enfin les tunnels qui sont en plus re-sonorisés. Donc au niveau des histoires de traduction, il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté humain. Donc il faut trouver des traducteurs, des traductrices, oui. et puis aussi tout cet aspect que des langues différentes ne veulent pas forcément dire simplement traduire, mais des fois il faut reformuler parce que les cultures sont différentes, mais si les langues sont différentes, c'est surtout porté par une culture, par des cultures différentes, et que la façon dont on formule dans une langue n'est pas forcément la façon dont on formule dans l'autre, ce qui doit poser des gros problèmes de traduction. Ouais, ça, il faut demander au traducteur. Mais il faut savoir aussi que la traduction est simultanée. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui traduisent en allemand, vous savez que dans une subordonnée relative en allemand, on met le verbe à la fin. Et en anglais, on met le verbe au début. Et en anglais, on met des adjectifs avant les noms. En espagnol, c'est le contraire, on met les adjectifs après les noms. Et les traducteurs qui sont en simultané, ils n'ont pas le temps d'arranger les phrases pour que ça soit littéraire, on va dire. Donc on se débrouille avec ça, et puis finalement, ça marche très bien. On arrive à comprendre, même s'il y a des fautes, on fait des fautes de syntaxe en pleine traduction, le sens reste le même. Donc, à travers toutes ces expériences, qu'est-ce que ça a changé à ta pratique personnelle? Ma pratique personnelle, en fait, je l'ai un peu simplifiée. Parce que je faisais les comment on appelle ça? Ça, je vais raccrocher. Excusez-moi. Alors, je disais que mes pratiques, je les ai un petit peu simplifiées parce que tous les... je trouve plus le mot. Enfin, tous les récits que je faisais
en méditation, etc., les mantras que je devais compter avec un damage, ça je fais plus. Je fais que de la méditation. C'est-à-dire je suis revenu à mes bases. À la base. Je suis revenu à mes bases, je fais plus que de la méditation. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la pratique du rêve. La pratique du rêve, j'ai découvert ça des chaînes Choling aussi, puisqu'il y a eu un monsieur dénommé Charlie Morley qui est venu nous parler du rêve lucide. Et ça m'a beaucoup accroché. Et ça a changé ma façon de méditer. Le rêve lucide qui consiste à prendre conscience qu'on est en train de rêver pendant qu'on rêve et changer le cours du rêve. Et en changeant le cours du rêve, on peut pratiquer. C'est-à-dire, on rêve qu'on pratique. Pourtant, je l'avais arrêté. Et actuellement, donc, tu es en retraite. Mais Je ne suis pas en retraite, je suis à la retraite. retiré, disons. Et qu'est-ce que... Donc tu continues à aider ici, mais également tu as toute une vie personnelle qui est quand même pas mal méditative, puisque tu es dans la nature. Bah oui, j'habite en pleine campagne avec ma compagne, la campagne et la compagne, que j'ai rencontrée à des chaînes Choling. Et quel rapport il y a entre cette vie revenant justement à la nature, etc., donc qui est en fait une pratique. Oui, c'est une pratique, puisque par rapport à la méditation en action. On en revient à la même chose. Hein. Méditation en action. Plus le rêve quand même. Oui, plus. Bon, après, le rêve, c'est pas tellement de l'action, mais c'est de l'action quand même interne. Parce que dans un rêve, on bouge quand même. Des fois même, on bouge beaucoup. Surtout en rêve lucide. Et donc, ah bah oui, j'ai pas parlé des abeilles. J'ai pas parlé des abeilles. J'avais oublié ça. Voilà. Quand je suis arrivé à Deschênes-Choling, j'ai fait un peu, enfin beaucoup même, le tour du domaine. Je suis allé voir un peu partout pour pouvoir vraiment m'imprégner de tout le fonctionnement de Deschênes-Choling. Et j'ai vu dans un recoin, j'ai vu qu'il y avait des ruches à la lisière entre une forêt et un pré. J'ai vu qu'il y avait des ruches, et donc je suis revenu voir Simon et je lui ai demandé, mais c'est quoi ces ruches? Il y a quelqu'un qui s'en occupe? Il me dit, bah non, on avait acheté ces ruches pour avoir du miel, pour faire une pratique au niveau des ruches, mais maintenant plus personne s'en occupe. Et le dernier qui s'en occupait, c'est un certain Philippe qui s'en occupait, mais il a arrêté parce qu'il était tout seul et puis personne l'aidait. Tu peux essayer de le contacter et voir si. Donc j'ai contacté. Relancer la chose. J'ai contacté ce fameux Philippe, qui s'appelle Philippe Ronce en fait, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui a dit qu'il était très content que quelqu'un puisse l'aider. Donc on est retourné, on s'est acheté un petit peu de matériel, des combinaisons pour nous protéger. On est retourné voir les ruches, on a vu que il y en a quelques-unes qui fonctionnaient encore, d'autres qui ne fonctionnaient plus. Et on les a remis en route. C'est-à-dire qu'on a remis des hausses pour récolter le miel. Ce miel qu'on a vendu à la boutique, qui nous a permis de racheter plus de matériel, des ruches, des essaims, etc. On est monté jusqu'à 10 ruches. Là, on est redescendu. Là, on est redescendu à 6, je crois, 6 ou 7, parce qu'il y a une ruche qui a semé, donc qui s'est divisée en deux, donc on a récupéré les seins. Mais il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Claire, la nouvelle directrice, Laura, qui nous a rejoints aussi au groupe d'apiculture. Je crois que vous avez une grosse production aussi. Hein. Et l'année dernière, qui était une année de sécheresse, on a fait la meilleure production de tous ces dernières 10 années 15 années même d'apiculture. On a fait 160 kilos de miel. On a récolté 160 kilos de miel qu'on vend, on a donné une bonne partie à des chaînes, enfin une bonne partie, une certaine partie.
On s'en est partagé une autre partie entre le groupe. Et puis on va vendre, on a quand même commencé à vendre notre récolte au groupe qui passe, au programme qui passe. Et ben voilà, et puis avec cet argent, on va rénover un peu notre matériel parce qu'il y a une certaine partie qui commence à être vétuste. Et voilà, donc et ça aussi, c'est de la méditation en action parce que les abeilles, on est allé à l'école quand même, on est allé au lycée agricole de Limoges pour. Les cours sont gratuits pour les apiculteurs amateurs. Et on s'est formé, tout de A à Z, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir s'occuper d'une colonie d'abeilles. On va faire un parallèle entre les colonies d'abeilles et les groupes Shambhala, dont il faut s'occuper aussi. Donc, à travers toute cette expérience de terrain que tu as du fonctionnement de ce centre, qui est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, le centre européen pour Shambhala, et puis qui voit passer quand même des gens d'un peu partout sur la planète, enfin au moins de l'hémisphère nord. Et donc, comment tu as vécu, toi, toutes ces tempêtes qu'il y a eu dans Shambhala et dans le monde, donc essentiellement autour des problèmes du Sakyong, et puis essentiellement autour de la Covid qui a suivi. Moi, j'étais ici quand il y a eu les problèmes avec le Sakyong, donc je me souviens un peu de comment ça s'est passé. Mais toi qui vis ici, donc comment toi tu as vu ça et comment tu as vu le centre vivre ça et où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, historiquement, donc le Sakyong-get, on va dire, a commencé avant le Covid. Oui, Donc, il y a eu ce qu'on peut appeler une scission. Ceux qui ont voulu suivre le Sakyong et ceux qui ont voulu suivre Shambhala. Moi, habitant et installé à 2 km des chaînes Choling, 2 km par la route, hein, c'est donc un peu moins à vol d'oiseau, je ne me voyais pas aller habiter en Suisse ou habiter ailleurs. En plus, j'avais une compagne qui était là, c'était sa maison. Elle n'aurait pas déménagé. Donc, j'ai choisi de rester à Shambhala. Alors, dans les voisins, ce qu'on appelle les voisins des Shansholing, c'est les voisins avec un V majuscule. Dans les voisins, il y a eu aussi cette scission. Il y en a qui ont suivi le Sakyong, et d'autres qui sont restés à Shambhala, et d'autres qui n'ont pas voulu faire de scission, qui ont pratiqué les deux. Et alors donc ceux qui sont restés Sakyong, on ne les voit plus trop, mais bien qu'ils habitent toujours dans le coin. Et les autres, on les voit assez souvent, à chaque fois qu'il y a une fête, et ben, ils viennent. Et alors après, il y a eu l'histoire du Covid. Donc là, le Covid, des chaînes Shoning a failli fermer, parce que vraiment désert. C'était désert, il y avait des problèmes financiers, bien sûr, comme on peut s'en douter. Donc là, il y a de nombreux centres, groupes qui sont arrêtés à cause de ça. D'abord à cause de la scission Sakyong, ensuite à cause du Covid, donc qui ne voulaient plus se réunir en groupe, et puis une fois l'habitude prise de ne plus venir, eh ben, ils l'ont gardé. D'autres qui sont venus, d'autres qui sont arrivés, qui n'étaient pas là avant et qui sont arrivés, mais il n'y a plus cet entrain qu'il y avait avant. Au début, en été, c'était la foule qui venait, le camp familial, le kudo, ça s'est jamais arrêté. Le kudo, le tir à l'arc, c'est jamais arrêté. Il y a toujours eu des aficionados qui sont restés. C'est toujours les mêmes qui viennent, qui étaient là avant, qui sont là depuis. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Le camp familial, ça reprend. L'Assemblée des guerriers, ça s'était arrêté pendant plusieurs années. Maintenant, ça reprend, même s'il n'y a pas tout à fait le même nombre qu'avant, mais c'est pas loin. Sinon, les groupes, les niveaux, ils sont un petit peu moins
Ils sont un petit peu moins qu'avant, mais on a développé le zoom. Bon, le zoom, Jean-Luc en a déjà parlé plusieurs fois, je suppose, mais le zoom, c'est quand même eu son petit effet. Voilà. Alors, maintenant, maintenant, maintenant ça reprend petit à petit. Voilà, c'est... et pour le Vajrayana, c'est un petit peu plus difficile, mais ça, je ne peux pas en parler parce que je ne me suis pas trop penché sur la question. Et quelle est l'évolution de Deshen Choling, si on regarde un peu vers l'avenir, quelle est l'évolution de Deshen Choling à travers ta vision, bien sûr, hein, je ne te demande pas un rapport L'évolution des officiel, chaînes, si je vois la nouvelle directrice qui est Laura Putz, qui a c'est d'ailleurs fait une oui, émission avec moi voilà, aussi. Laura Putz qui a ce qu'on appelle un bébé Shambhala, c'est-à-dire que ses deux parents sont des Shambhaliens qui se sont rencontrés à Shambhala et, qui se sont multipliés, on va dire. Et je crois que c'est un petit peu l'espoir. Hein. Laura, elle représente l'espoir du renouveau de Shambhala, c'est-à-dire que c'est la deuxième génération. Euh, tous les anciens disciples de Shogun Trungpa, ben, c'est vraiment la première génération, ils nous quittent petit à petit. Et là arrive la deuxième génération, celle de Laura, euh, qui peut-être signifie peut-être un nouveau départ de Shambhala. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, par rapport à ce qui se faisait avant, est-ce qu'il y a des choses qui sont... Alors, il y a forcément des choses qui se sont maintenues, mais est-ce qu'il y a des aspects qui ont été abandonnés? Et puis, est-ce qu'on a créé des nouvelles avenues par exemple, au niveau de la diversification des activités, où on commence à explorer, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, je voulais savoir simplement si c'est une sensation ou si c'est une réalité. On commence à explorer des domaines qui n'étaient pas explorés avant, autour de l'activité Shambhala, mais qui ne sont pas forcément, Bah, disons, reliés à l'activité Shambhala, mais pas forcément directement shambhaliens. bah, le rêve lucide, c'en est un exemple. Le rêve lucide, Charlie Morley est venu plusieurs fois. La dernière fois, c'est pas lui qui est venu, c'est Roberts, je ne sais plus son nom de famille, qui est un élève de Charlie Morley. Alors donc, le rêve lucide, c'est pas du tout une activité Shambhala. J'ai développé moi-même, j'en ai pas encore parlé, mais une activité de yoga nidra. Le yoga nidra étant un yoga qui est basé sur les visualisations, sur la respiration principalement, et qui est, qui est assez puissant au niveau de la relaxation, au niveau du... C'est pas de la méditation, puisque la méditation est assise, et le yoga nidra est couché. Donc on est couché un peu comme le MBSR. Ce qui se pratique couché avec, bon, en hiver, on met une couverture pour pas frissonner, on va dire. En été, c'est pas utile. Il y en a qui préfèrent, qui mettent un pareo parce qu'ils aiment bien être recouverts. Et donc ça, c'est des activités qui sont pas Shambhala, mais qui aident beaucoup, qui aident beaucoup à la méditation. Hein. Même si yoga nidra n'est pas de la méditation, ça renforce la méditation au niveau de la concentration, par exemple. Mais sinon, il y a des groupes qui viennent aussi, des groupes Alors, différents qui viennent très peu. se joindre. Ouais, C'est une question, hein, ouais, j'ai je connais. toujours vu des groupes venir, des groupes de yoga, et même un groupe de zazen là, qui venait, qu'on ne voit plus. Euh, Qu'est-ce qui... Non, sinon c'est des enseignants majeurs qui viennent, des anciens acharya, comme Barbara Mertens, comme John Rockwell, qui viennent de temps en temps faire des séminaires. Mais bon, on est toujours dans la mouvance Shambhala. Oui. Hmm.
Ouais. Et, au niveau du centre lui-même, alors je parle des bâtisses, etc., je suppose qu'il y a enfin, toutes les épreuves qui ont été traversées par le centre ont mis tout ce qui est entretien, parce que je vois qu'il y a moins de jardiniers, il y a moins de Ah, menuisiers. Est-ce alors, est-ce que ça pose des problèmes pratiques, techniques, de survie de la bâtisse alors, et des terrains? oui, au niveau des facilities, c'est-à-dire tout ce qui est maintenance, c'est toujours en place. Ça n'a jamais bougé, c'est toujours en place, même s'ils sont que deux en ce moment, et avant ils étaient plus. Mais quand je dis plus, c'est-à-dire qu'avant il y avait des volontaires, des méditations en action qui venaient passer un mois, 2 mois, qui aidaient qui aidait le responsable principal de l'activité. Donc au niveau des facilities, on n'a jamais abandonné parce que bah, quand il y a une fuite, il faut la réparer. Quand il y a une porte qui ne ferme pas ou qui ouvre pas, il faut la réparer, etc. Donc on ne peut pas laisser ça tomber. Au niveau des espaces verts, des paysages, c'est pareil. Il y a une personne qui est là en permanence. Il y a une autre personne qui est là en volontaire. Même si elle est d'ici, elle ne bouge pas, c'est Maggie. Elle ne bouge pas, elle est une voisine, mais elle vient pratiquement tous les jours pour s'occuper des espaces verts, Je l'ai déjà vu sur la tondeuse. pour élaguer, pour tondre, pour enlever les feuilles mortes, pour s'occuper des chats errants. Euh, et donc il y a la household, Irina, qui est là tout le temps aussi, qui s'occupe de faire le ménage, la lessive, etc. Il y a le cuisinier qui est là en permanence, même s'il n'y a personne pour manger. Quand je dis personne, il n'y a que le personnel, quoi. Quand il n'y a pas de programme, il est quand même là. Au niveau de la communication, il y a une personne en permanence. Au niveau des programmes, il y a une personne plus un assistant. Non, non, il y a toujours un fond de maintenance qui est là à tous les niveaux pour ne pas laisser les choses péricliter. Parce que si les participants arrivent et puis que les pelouses ne sont pas tendues, Hum, ça fait pas riche, quoi. c'est ça. Ouais. Et comme Shambhala au départ, c'était basé un peu sur la richesse, c'est Hum. c'est dommage. Et par contre, la cuisine n'est plus en bio. Pour des raisons économiques, elle n'est plus en bio. Ouais, Même si on fait attention à ce qu'on achète, bien sûr, on ne va pas acheter n'importe quoi, n'importe où. On fait beaucoup travailler les locaux, hum. les producteurs locaux. Ah ben justement, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé. Par rapport à la population locale, est-ce qu'il y a eu un soutien au niveau des difficultés traversées par le centre? Je sais qu'il y a toujours un bon rapport. Ouais. Alors, au Ce qui n'est niveau du pas jardin, forcément. par exemple, finalement, le jardin, c'était un petit peu une vitrine. C'était pas vraiment utile qu'il y ait un jardin. Il n'y avait pas assez de récoltes pour pouvoir nourrir tous les participants qui passaient. Mais par contre, au début, surtout pendant le Covid, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, on venait travailler au jardin. Les voisins venaient travailler au jardin, mais la population locale, non. La population locale, elle ne s'est jamais trop mêlée avec nos activités. Même si maintenant, on est beaucoup plus populaire, on va dire, dans le village qu'au début. Par exemple, il y a une ancienne chambalienne, une ancienne secrétaire du bureau, qui a ouvert un espace de vie, un genre de café, dans le village. Et les gens qui viennent, bon, évidemment, il y a des Chenchoniens qui viennent, des Chambaliens, mais il y a aussi des gens du village. Et les activités se mêlent de plus en plus. Ouais, Par exemple, on a fait un groupe de tango. On a fait un groupe de tango dans le village qui est animé par une chambalienne, par Jeannette. Et des gens qui ne sont pas chambaliens viennent. donc Ouais, ça crée voilà. des échanges. Et est-ce qu'il y a des échanges aussi avec d'autres centres spirituels, enfin à vocation spirituelle, que ce soit bouddhiste ou non, dans la région? Très peu. Il y a des gens qui pratiquent un petit peu à tous les râteliers.
qui viennent du groupe de Dagpo qui Kagyu. Kagyu, Oui, ben dont j'ai fait Karma partie. Kagyu, ouais. Là où j'ai fait mes débuts. Donc il y a un groupe Kagyu à Limoges et il y a des gens de ce groupe qui Qui vont à Dalpo-Kaguling. qui viennent ici à Shambhala pratiquer, des Shambhaliens aussi qui vont au groupe de Kagyu qui s'appelle le KTT. Voilà. Ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire KTT. Je suis supposé le savoir, mais ça me sort un peu de la. C'est les KTT, c'était les groupes dans les villes. Voilà, c'est ça. Je sais plus. Donc KTT, c'est celui avec lesquels on a le plus de rapports. Les autres, non. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres d'ailleurs. Mais par contre, le groupe Shambhala de Limoges, lui, a disparu. Il a marché un certain temps et là, il a disparu. Bon, ben, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais. Est-ce que quel est ton mot de la fin? C'est comment je dirais? Quand tu regardes tout ton parcours à Shambhala, et puis spécifiquement à Deshan Choling, qu'est-ce que tu en retires au niveau de ta vie, au niveau à la fois du passé, mais aussi actuel, et puis dans comment tu vois ton avenir de retraité à travers tout ça? Moi, il y a un mot qui gouverne ma vie, c'est harmonie. Voilà. L'harmonie, c'est l'amour au niveau je ne sais pas comment dire ça. Vibratoire. Oui, c'est au niveau vibratoire, mais dynamique. Voilà. C'est-à-dire que l'harmonie, c'est se mettre en phase avec tout ce qui est autour de nous. Et quand on est en phase avec ce qui est autour, on est en amour. Mais l'amour peut venir de la haine, alors que l'harmonie ne peut jamais devenir de la haine. Et l'amour, c'est souvent confondu avec de l'attachement. Oui. Avec l'harmonie, il n'y a pas d'attachement. C'est un amour sans attachement qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, qui ne rouille pas. Voilà, harmonie. Ben merci. Voilà. Dans la paix, l'harmonie et la joie. Merci Pierre-Yves, merci Dagpo Deshan Choling qui tous les plaisirs. Je suis là pour quelques jours. Et puis merci à vous tous de nous regarder, de nous écouter. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Belle et bonne journée à vous toutes et tous. Merci.